Dans ce journal. Et puis le Cameroun qui gagne, des lauriers pleuvent jusqu'à ce soir sur Djaili Amadou Amal. Prix Goncourt des lycéens mercredi, choix Goncourt de Lorient ce mardi. La lauréate sera dans ce studio pour une célébration méritée. Voilà pour les titres, développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. En ouverture du journal, cette importante déclaration du gouvernement, le gouvernement de la République qui annonce à l'opinion publique nationale et internationale que les élections régionales convoquées par le président de la République, son Excellence Paul Biya, le 7 septembre 2020, se sont déroulées le dimanche 6 décembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national dans le calme et la transparence. Malgré les menaces proférées par les terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et l'assassinat par ceux-ci d'un conseiller municipal de Widikoum et malgré les appels au boycott lancés par des partis politiques en perte de vitesse ou animés par un projet insurrectionnel, le scrutin s'est déroulé partout avec un taux de participation confortable. Le gouvernement voudrait saluer les collèges électoraux et au-delà le peuple camerounais pour la maturité dont il a su faire preuve une fois de plus et sa détermination à poursuivre l'expérience démocratique impulsée par le chef de l'État ainsi que sa marche inexorable vers le progrès et la prospérité de notre cher et beau pays. Le gouvernement félicite également les forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme et de fermeté dans la mise en application des mesures idoines décidées par le chef de l'État en vue du déroulement approprié du scrutin. Le gouvernement entend s'atteler désormais, avec le concours de tous les Camerounais de bonne volonté, à la mise en œuvre effective des conseils régionaux et notamment du statut spécial prévu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, conformément aux recommandations du grand dialogue national. Le gouvernement porte par ailleurs à la connaissance de l'opinion qu'avec la tenue effective des élections régionales et le calme qui règne dans le pays, il a été décidé du réajustement des mesures prises pour mettre en échec le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020. Les procédures judiciaires engagées contre les meneurs et les organisateurs de ce mouvement insurrectionnel se poursuivront néanmoins. Plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de ce mouvement insurrectionnel ont d'ores et déjà été relâchées. D'autres le seront au fur et à mesure de l'évolution des procédures judiciaires et en considération de leur degré d'implication et de menace qu'ils représentent pour la société. La situation du leader du MRC et de son parti continuera de faire l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires et administratives compétentes et les développements y afférents seront portés à la connaissance de l'opinion publique en temps opportun. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'a cessé de réaffirmer son attachement au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Il n'a de même cessé d'œuvrer en faveur de la mise en place d'une démocratie apaisée et d'un climat social propice à l'éclosion et au développement d'initiatives fécondes pour la construction nationale et le progrès de notre pays. Il en est ainsi de la mise en œuvre de la décentralisation parachevée par la tenue des élections régionales du 6 décembre 2020 qui permettra à nos compatriotes sur l'ensemble du territoire national de participer pleinement à la gestion de leurs affaires au niveau local. La relance de notre économie dans le contexte difficile de la pandémie du Covid-19 reste une priorité pour
du président de la République. Il invite les Camerounais en cette période de fin d'année à vaquer tranquillement à leurs occupations et à s'apprêter à accueillir dans la ferveur le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021. Le président de la République invite également les Camerounais à continuer à observer la plus grande prudence face à la pandémie du Covid-19 qui persiste malgré l'efficacité de la riposte qui a valu à notre pays des félicitations de l'OMS. C'est un communiqué du gouvernement signé par le porte-parole, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Et nous accueillons immédiatement sur ce plateau Romuald Ntouissongok pour dégager toute la portée de cette communication gouvernementale. Bonsoir Romuald, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Adèle. Alors, que faut-il retenir en premier de cette importante évaluation que le gouvernement fait de cette période immédiatement post-régionale du 6 décembre? Alors, en un mot comme en mille, ce serait sans aucun doute la maturité. Maturité du peuple camerounais qui a rendu possible la tenue des élections régionales dans le calme et la transparence, a dit le ministre René Emmanuel Sadi, en parfaite assonance avec les assurances déjà données par le ministre de l'administration territoriale au soir du scrutin. Il ne faut pas y voir du triomphalisme, tant s'en faut. C'est que le gouvernement, qui n'a pas la mémoire courte, se souvient très bien des prophéties d'Apocalypse et de l'atmosphère de braise qui ont précédé ces élections. Nul n'a oublié, par exemple, les marches illégales du 22 septembre 2020 et la raclée démocratique infligée au mouvement pour la renaissance du Cameroun, instigateur de cette insurrection rejetée en bloc. Les conséquences en chiffres sont connues, 294 interpellations à travers le pays et 176 personnes libérées selon le communiqué du gouvernement publié le 14 octobre dernier. Tout le monde a souvenance aussi du message viral du 24 octobre dernier au travers duquel Maurice Kamto prédisait le départ forcé du chef de l'État en cas de convocation du corps électoral. La suite se passe de tout commentaire. Le corps électoral a été convoqué et les élections régionales se sont tenues. Il y avait quand même de quoi semer le doute au sein de l'opinion nationale, mais que non, le peuple a choisi la République et la légalité républicaine, un positionnement qui n'est pas sans rappeler, Adèle, des épisodes antérieurs du feuilleton politique national, à commencer par le plus détonnant, survenu un certain 6 avril 1984, le peuple avait préféré l'état de droit et ses institutions au coup d'État. C'était déjà un signal fort de la maturité du peuple camerounais qui vient de se confirmer par la tenue des élections régionales de dimanche dernier. Mais comme en politique, chacun voit midi à sa porte, cette maturité du peuple est à géométrie variable en tout cas, dans l'appréciation que s'en font les entrepreneurs politiques jusqu'à ce que le soleil de la vérité et de la réalité brille pour tout le monde. Et cette réalité, on va dire ce succès, c'est également à mettre à l'actif de cette synergie solide de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Et on va dire du tout premier de ces acteurs, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Absolument, Adèle. Et c'est la symbiose de ces dispositifs d'araignée que salue ce soir le gouvernement. Au nombre de ces acteurs, on peut citer pêle-mêle les concurrents eux-mêmes, représentés par 14 partis politiques, ceux qui savent, les partis politiques évidemment, qui savent donc et comprennent que le pouvoir s'acquiert en démocratie par les urnes et non par la rue ou les médias sociaux, mais aussi les chefferies traditionnelles en pleine domestication de la démocratie locale, 103 listes des chefs pour cette grande première. Il y a bien sûr Elections Cameroun, cette grosse machine, bien que grippée par le coronavirus, qui a infecté la mise à jour du fichier électoral. Cette machine a donc tourné jour et nuit avant, pendant et après ce scrutin, qualifié de transparent et régulier, et suivi par 2457 observateurs nationaux et internationaux accrédités par le ministère de l'administration territoriale. Que dire des forces de défense et de sécurité, sentinelles imprénables de l'ordre et de la stabilité? Notons qu'elles n'ont pas cédé aux provocations, n'agissant que sur instruction et dans l'intérêt supérieur de la nation, d'où le professionnalisme salué ce soir par le gouvernement. On ne peut pas oublier le gouvernement lui-même,
à travers son légat en la matière, le ministère de l'administration territoriale et tous ses démembrements à travers le pays qui ont accompagné et encadré tout le processus. Il faut donc voir au-dessus de cette horloge politique bien réglée, la main d'un horloger, naturellement, qui est l'État et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de l'État qui incarne l'autorité et l'action de l'État. Tout à fait. Alors, en un mot, vous l'avez dit comme Amil au tout début de cette prise de parole, nous allons tirer la grande leçon et les perspectives, naturellement, au terme de ce processus électoral. Eh bien, Adèle, la leçon est celle qui émane du communiqué du gouvernement et elle est claire. Rien de ce qui a été prédit par les vents contraires à la République n'est arrivé. Par contre, le calendrier politique a tenu ses rendez-vous et ses délais en dépit des intempéries et même de la pandémie à coronavirus. Ceci grâce à la constance d'une figure dotée du pouvoir de réguler les tensions sociales et la température politique. C'est cette figure qui a promis et fait tenir ces élections régionales, ce parachèvement de l'édifice démocratique camerounais qui était attendu. Et il confirme donc ce propos tenu à Radio Monte-Carlo il y a un peu plus de 30 ans maintenant. C'était le 21 juillet 1990. Et je termine par cette citation. « Je souhaite que l'on retienne de moi l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. » Vous pouvez aisément coller un nom à cette figure, Adèle. Il s'agit bien de Paul Biya, le président de la République, le chef de l'État. Merci Romuald, d'importantes prises de parole du gouvernement ce mardi et merci pour ce décryptage. Et dans la suite, nous allons continuer à décrypter tout ce qui émane de ce scrutin de dimanche. Arrêt ce soir sur les spécificités de ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. On l'a lu et on l'a dit sur ce plateau, doté désormais d'un statut spécial. Cela suppose une administration libre. Les deux organes que sont l'Assemblée régionale et le Conseil exécutif régional. Leur rôle et prérogatives expliquées ici par Augustin Guizana. Pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'article 332 du Code général des collectivités territoriales décentralisées en son alinéa 2 dispose que l'Assemblée régionale comprend deux chambres. On aura une Assemblée régionale qui doit être constituée d'un House of Divisional Representatives et d'un House of Chiefs. Pour leur bon fonctionnement, la House of Divisional Representatives, constituée de 70 membres, et la House of Chiefs, constituée de 20 membres, siègent séparément. Le principe des House of Chiefs doit délibérer sur toutes les affaires de la région. C'est ce que la loi dit. Et après ça, s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent remettre ça pour une seconde lecture. Et après ça, on peut avoir une vote et qu'on va donc maintenant adopter les délibérations. Pour sa part, le Conseil exécutif régional se définit comme l'organe exécutif de la région. Conformément à l'article 352 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, il est composé d'un président, d'un vice-président, de 3 commissaires, de 2 secrétaires et d'un questeur. Il y a un conseil régional exécutif qui est chargé d'implémenter toutes les délibérations dont vont sortir de House of Divisional Representatives and the House of Chiefs. Mais ces deux organes ne constituent pas un État dans un État. Ils n'ont plus besoin de Yaoundé tant que ça tombe dans leurs compétences. Bon, à l'intérieur comme à l'extérieur, parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a une coopération décentralisée que nous allons voir. Et peut-être avec le peu que l'État va donner, parce que rappelez-vous que l'État a décidé de donner un minimum de 15% des ressources. Voilà qui ouvre la porte à une administration régionale plus démocratisée. Et il y a d'autres innovations qu'apportent ces élections régionales. Par exemple, l'entrée en scène d'un acteur politique nouveau. Il s'agit du Public Independent Conciliator, une sorte de super médiateur qui sera chargé du règlement de tout conflit éventuel entre l'administration publique locale et la population. Éric Benjamin Lamère explique ici le portrait robot de cet autre acteur clé dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'inspiration anglo-saxonne, le Public Independent Conciliator, institué par le Code général des collectivités territoriales décentralisées, bien qu'autorité indépendante n'est pas un juge, car les pouvoirs et compétences qui lui sont reconnus ne sont pas de nature juridictionnelle. Nommé par décret présidentiel sur proposition du président du conseil régional et du représentant de l'État pour un mandat de 6 ans non renouvelable,
Le Public Independent Conciliator est chargé de régler à l'amiable les litiges entre les usagers de l'administration régionale et communale. Sa fonction est incompatible avec l'exercice d'un mandat, d'un emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée. Il prête serment avant son entrée en fonction devant la Cour d'appel territorialement compétente. Autorité accessible et démocratique, il peut être saisi par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par l'administration régionale ou communale. Intervenant dans les conditions précises énumérées par la loi, il peut engager des actions à l'encontre des services publics régionaux et communaux en leur adressant des recommandations ou des injonctions lorsqu'il se rend compte que l'administration régionale refuse de régler le litige qui lui est soumis ou de tenir compte de ces recommandations. Et bien avant la date butoir demain, de nombreux résultats de ces élections régionales sont déjà disponibles au niveau des commissions régionales. Sortons donc des spécificités de ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest à statut spécial pour un regard sur les 8 autres régions et leur fonctionnement. Ces 8 autres régions vont recevoir des conseils régionaux à configuration ordinaire, c'est-à-dire dirigés par un président avec un conseil régional en tant qu'organe délibérant. L'éclairage de Oswald Modon. L'avènement des régions comme institution viendra assurément donner le boost qui était attendu pour l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées. La région est constituée de 2 organes essentiels, le conseil régional et le président du conseil régional. Le conseil régional agit par ses délibérations et le président du conseil régional par les actes qu'il prend. L'organe délibérant de la région qu'est le conseil régional est constitué de 90 membres. Ce sont les conseillers régionaux, élus pour un mandat de 5 ans. Ces conseillers régionaux sont de 2 catégories. Les délégués des départements, élus au suffrage universel indirect, et les représentants du commandement traditionnel, élus par leur pairs. Que chaque fois que les réunions du conseil régional vont se faire, des assises de tous ces élus, il n'y aura que ce conseil-là qui va se prononcer. Les décisions de ce conseil sur ces aspects-là vont se prendre en forme de délibération. L'article 276 du Code général des collectivités territoriales décentralisées dispose que le conseil régional doit refléter les différentes compositions sociologiques de la région. Il doit notamment s'assurer de la représentation de la population autochtone de la région et des minorités du genre. Constituée des départements, la région est un développement harmonieux, équilibré, solidaire et durable du territoire. Afin de mieux assurer sa mission de promotion des activités de développement, le conseil régional est composé de 4 commissions, chacune regroupant en son sein les secteurs d'activité prioritaires dont les compétences ont été reléguées aux collectivités territoriales décentralisées. Et cette riche actualité politique, économique, sécuritaire et même sanitaire nationale est largement relayée et commentée dans la dernière livraison du magazine Jeune Afrique Économie, du succès du grand dialogue national à l'élection des conseillers régionaux ce dernier dimanche, en passant par la gestion à succès du Covid-19 au Cameroun, des acquis à mettre à l'actif de l'extraordinaire clairvoyance du président Paul Biya. Note de présentation de ces articles, Séverin Legambele. Une lecture en diagonale du 414e numéro de Jeune Afrique Économie dévoile un intérêt particulier de cette publication à l'actualité politique courante au Cameroun. Des pages entières en couleur, suffisamment illustrées, sont consacrées aux avancées significatives enregistrées au lendemain du grand dialogue national. Les mesures indicatives mises en avant vont de la tenue de l'élection des conseillers régionaux au déploiement du personnel judiciaire, passant par le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la pénalisation du tribalisme, l'adoption de la loi sur le bilinguisme. Un espace important du journal est réservé au traitement de la gestion des situations de crise, le Covid-19 et les inondations, avec des appuis multiformes du gouvernement aux victimes. Au plan économique, les priorités du gouvernement sur la période 2021-2023 sont analysées en dégageant subtilement leur impact sur le quotidien des Camerounais. À l'observation du développement des faits d'actualité, tout concourt à démontrer que le président de la République reste le maître du jeu institutionnel. Les promesses faites sont tenues au plan politique. Une grande expérience se lie dans l'administration des situations de crise, malgré un environnement infesté par ce que Blaise Pascal Tal appelle dans son éditorial l'économie politique du désespoir, c'est-à-dire la propension de plus en plus forte chez certains leaders à emprunter les raccourcis politiques, sans pour autant proposer des idées alternatives à la gestion de l'État.
Et voici à présent l'instant célébration d'une plume couronnée, un talent célébré, celui de Djaili Amadou Amal, notre compatriote de 45 ans et prix Goncourt des lycéens 2020 depuis ce dernier mercredi à Paris avec son deuxième roman Les Impatientes, publié dans une première version sous le titre Mounial, les larmes de la patience, et l'histoire de ces trois jeunes femmes, Ramla, Hindou et Safira, meurtries par des violences conjugales et familiales, vient à nouveau d'être célébrée ce mardi par le choix Goncourt de Lorient. Nous en parlons dans un instant avec la lauréate. Elle est déjà dans ce studio. Mais d'abord, regardons cet ouvrage des destins croisés, la note de lecture de Serge Atangana Bissot. Si les voix de femmes portaient, on aurait écouté la maman de Ramla. La maman de Ramla savait en effet que sa fille n'est pas facile, qu'elle était en l'air, à l'opposé total de la perception locale de ce qu'une fille doit être. Obéissante, rêveuse d'une vie de bijoux et de voyages, de servante à domicile et de maternités enchaînées pour la gloire exclusive de son mari imposé. Ramla aime l'école, pas l'épargne. Elle aime un jeune homme de son âge, pas le choix de ses pères validé par ses tantes. On lui prescrit alors la patience, remède absolu contre de telles déviances. La patience peut cuire la pierre, sagesse peule. On la marie alors de force, sa petite sœur Hindou et elle, le même jour. Elle va s'affranchir assez vite, donnant du sens à l'écriture engagée de Djaili Amal. Violence conjugale, polygamie assistée, jalousie entre femmes, condition de la femme du Saré, sainte horreur de la répudiation qui plane sur la tête de celle qui ose lever la tête. Djaili Amal a écrit sa vie, sans en faire une biographie. Édition Cola Paris, septembre 2020. Bonsoir et bienvenue à vous, Madame Djaili Amadou Amal, sur ce plateau du 20h30. Et merci de m'avoir invitée. Très honorée. On l'a dit, vous croulez littéralement sous les lauriers du monde de la littérature et du monde tout court après Paris. Vous remportez ce 8 décembre, aujourd'hui même, le choix Goncourt de Lorient, prix littéraire. Il faut dire que c'est un prix régional parrainé par l'Académie Goncourt et décerné par des étudiants de ces 10 pays du Proche et du Moyen-Orient. Exactement. Comment vous vous sentez sous tous ces lauriers ce mardi? Eh bien, je suis très très fière d'avoir été lauréat de ce prix choix de Lorient. D'autant plus fière que c'est quand même des pays du Proche-Moyen-Orient, donc traditionnellement musulmans. Et voilà, donc on parle de la condition des femmes dans le Sahel, dans un milieu musulman, dans la ville de Maroua. On a eu plusieurs remarques, des personnes qui disaient est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'islam et tout ça. Je pense que ce prix-là donne la réponse. Quelque part, c'est bien. Félicitations en tout cas. Alors on imagine la joie ce mardi et aussi celle de mercredi à l'annonce de ce grand sacre des lycéens de France. Est-ce que vous vous y attendiez encore après que vous ayez été battu par vos trois autres concurrents qui étaient eux déjà en pole position avec vous? Non, je n'avais pas été battue par mes trois autres concurrents. On était 4 finalistes. Et puis, le Tellier a eu le prix, tout simplement. Mais j'étais déjà fière d'être dans la finale de ce prix Goncourt. Évidemment, on attendait le deuxième prix, qui est le Goncourt des lycéens. Et je suis d'autant plus fière que ce prix-là ait été décerné quand même par 2000 lycéens. Donc, voilà, c'est des jeunes. On parle d'un roman qui évoque des sujets quand même sensibles comme la condition des femmes et les violences faites aux femmes. Donc, ce prix-là, il représente tout simplement l'espoir pour un avenir meilleur. Merci. Alors, on voit bien que c'est tout un sacre aujourd'hui. On l'a dit, deuxième prix, troisième encore aujourd'hui pour ce même roman, le troisième pour vous.
Et vous aviez déjà le prix Orange du roman 2019 en Afrique. Et ce Goncourt des lycéens, vous l'avez dit, il est tout à fait spécial. Le choix Goncourt de Lorient, spécial aussi. Mais bien au-delà du roman, vous êtes d'abord une militante féministe à la base. Est-ce que c'est cette graine-là, ce terreau qui nourrit votre plume? Eh bien, je m'inspire tout simplement de ma société et de ce qui s'y passe. J'ai commencé à écrire comme exutoire. J'ai utilisé ma plume justement pour pouvoir dire mes mots de femme. Et puis, je pense que c'est plutôt le contraire qui s'est produit puisque j'ai publié mon premier roman et je me suis dit, voilà, d'accord, on est maintenant dans la sensibilisation, dans le plaidoyer et ensuite, concrètement, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai créé l'association Femmes du Sahel avec 2 volets principaux, surtout l'éducation des jeunes filles, l'éducation, le parrainage des enfants, la création des bibliothèques, les sensibilisations sur les mariages précoces et forcés, etc., entre autres activités. Ce qui est d'ailleurs une vision pour votre ONG qui est votre cheval de bataille. Alors, quels autres chantiers à partir de ce sacre et ces autres lauriers, peut-être d'autres encore dans la suite de cette semaine et les jours à venir, mais quels autres chantiers vous envisagez? D'autres romans, des actions sur le terrain? Eh bien, le tout, déjà, en étant, voilà, avec ce prix-là, il y a beaucoup d'invitations, beaucoup de sensibilisation, de beaucoup de voyages. Mais évidemment, ça nous donne aussi des possibilités par rapport à l'association. Ça nous donne aussi l'envie de continuer à travailler sur le terrain avec les autres membres, évidemment, de l'association. Mais voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cette association, on parle beaucoup plus de romans et nous avons plusieurs projets. Bon. En ce qui concerne la carrière littéraire, évidemment, on a toujours un manuscrit en cours. On peut y jeter un coup d'œil, juste un tout petit peu en diagonale ce soir, vos projets sur la littérature. Il parlera certainement des femmes encore et encore. Je n'en ai pas fini avec le sujet, je pense. Félicitations en tout cas encore, Madame Djaïli Amadou Amal et d'autres lauriers pour nous les femmes. Merci d'être venue sur ce plateau. Dans la suite du journal, nous parlons des performances du CIRCB qui était passé au scanner du conseil scientifique de cette structure ce mardi, le Centre international de référence Chantal Biya, qui a creusé son sillon dans le champ de la recherche sur le VIH-Sida au fil de ces années. Et pour l'avenir, de nouveaux projets de recherche s'annoncent. Joseph Clément Ongba. Le Covid-19 aura imposé le format des visioconférences à cette 13e session du Conseil scientifique. Au menu, le bilan scientifique d'une année 2020 marquée par le coronavirus. Nous avons mené nos activités dans le sens de la prévention du VIH et dans le sens de l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. En cours d'exercice, nous avons eu la Covid-19. Aussi avons-nous à ce jour testé plus de 12 000 échantillons de Covid. Le CIRCB aura développé d'autres plateformes de collaboration avec des laboratoires étrangers, affiné ses projets de recherche. Mais le CIRCB se veut plus autonome. Pour 2021, nous allons continuer à faire les plaidoyers vers nos contributeurs. Mais surtout, nous voulons, comme centre de recherche, c'est de ne plus dépendre des administrations, produire des ressources propres. Le Conseil scientifique est l'instance d'évaluation des performances scientifiques du Centre international de référence Chantal Biya. Le CIRCB entend en 2021 rester à l'avant-garde de la recherche en matière de VIH et de maîtrise de la prise en charge du Covid-19. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Les experts sont formels. Des cas actifs de coronavirus persistent dans nos communautés. Le compteur affiche maintenant plus de 700 cas ces derniers jours. Et pourquoi ce chiffre et pourquoi la résistance ainsi observée? Pour les réponses, nous retrouvons notre reporter posté déjà au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste Yenga, vous êtes avec votre invité ce soir. Quelle raison pour cette résistance? Bonsoir. La résistance des cas actifs dans les communautés retarde la fin de l'épidémie du coronavirus Covid-19 au Cameroun. On en est dans ce pays à ce jour à 775 cas actifs. Comment comprendre ce rebond alors qu'on en était à moins de 50 il y a quelques semaines? Réponse avec Christian Mwangué. Il est gestionnaire des données ici au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment on fait pour rebondir jusqu'à 775 cas? Comment on le comprend? Alors de manière générale, il y a deux raisons qui expliquent cela. La première, c'est que les populations ne respectent plus les mesures barrières. La deuxième, c'est que nous avons pour la plupart des cas symptomatiques légers et des cas asymptomatiques qui sont dans la société. Donc, alors pour la plupart de ces cas-là, beaucoup ne sont même pas conscients de leur statut de positivité de Covid et donc ils disséminent la maladie dans la communauté, d'où cette augmentation de cas actifs. Et maintenant, ces cas actifs, ils sont où? Dans les clusters ou disséminés dans les régions? Déjà, ces clusters sont disséminés dans les régions parce que c'est un peu l'ensemble des données que nous avons collectées des différentes régions. Il faut savoir que la région du centre est la plus élevée en termes d'habitation des cas actifs, suivie du littoral, après la Damawa et l'extrême nord. Maintenant, en termes de cluster, nous veillons particulièrement aux postes de santé aux frontières, aux prisons, dans les entreprises et dans les établissements. Et dans les établissements, nous avons encore des clusters actifs. Nous pouvons remarquer par exemple qu'au niveau du littoral, nous avons le nombre d'élèves le plus élevé, le nombre d'élèves positifs le plus élevé, suivi de la Damawa. Alors que chez les enseignants en milieu scolaire, c'est le centre, l'est, et puis l'ouest et le littoral. Christian Mwangué, merci pour toutes ces informations. On a pu remarquer au passage l'illustration par cette courbe d'évolution au cours des 4 dernières semaines des cas actifs au Cameroun. À vous le plateau. Merci Évariste. Et nous parlons d'une société plus solidaire et plus inclusive. Le vœu du ministère des Affaires sociales qui anime depuis ce mardi la 4e semaine de la solidarité et de l'entrepreneuriat social. La cérémonie d'ouverture et les enjeux de cette édition, c'est dans ce reportage de Marlise Enoambarga à Oumo. 4 jours pour mobiliser les acteurs sociaux autour de la promotion du développement social local des personnes vulnérables. C'est là le principal objectif que vise la 4e semaine de la solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social. La semaine va permettre au ministère des Affaires sociales et ses partenaires de continuer ce plaidoyer en direction des collectivités territoriales décentralisées pour une véritable prise en compte des problèmes de ceux qui, au quotidien, ont du mal à s'assumer et à se prendre en charge. L'urgence pour le ministère des Affaires sociales est donc d'apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les personnes en situation difficile. Question de mettre en place les conditions favorables et nécessaires à la participation effective de toutes les tranches de la population, y compris et de façon particulière les personnes socialement vulnérables. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, s'est engagé au cours de la cérémonie de lancement de mieux accompagner les initiatives du ministère des Affaires sociales en faveur des personnes dites vulnérables. La page des sports et le CHAN en perspective, l'ultime vérification des infrastructures sportives à Olembe et à Mfandena, ici à Yaoundé, par le ministre Mouele Kombi, c'était ce mardi. Avant la rétrocession de ces infrastructures à la CAF, ce sera dans une semaine, des procédures qui annoncent l'accélération du compte à rebours. Germain Noël Essengue. Le 15 décembre prochain, la CAF prend possession de 4 sites de compétition du CHAN. Elle y élira désormais domicile, y installera son dispositif. Telle une mariée qui attend son époux, le stade Omnisport de Yaoundé, épicentre du match d'ouverture, est fin prêt. Pelouse bien entretenue malgré la forte chaleur, tribune d'honneur revêtue,
salle de conférence opérationnelle. La grande innovation ici est le relooking de la toiture de la tribune presse qui améliore désormais la visibilité des commentateurs. À Olembe, rien à redire sur les 2 stades annexes retenus pour les entraînements. L'éclairage qui tardait à illuminer vient de trouver une solution. Une exploitation des sites est désormais possible en nocturne. Le gouvernement de la République a rempli son cahier de charges. Le buffet est prêt. À la CAF, à présent, de passer à table. Et on dira bon appétit alors. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous sur cette antenne, ce sera à minuit avec Gilbert Ongene et Dieudonné Zra. Mais immédiatement après le journal, sur cette antenne, Olivier Kingemoli vous attend sur les berges du Vouri à Douala pour le magazine économique. Par ici, le débat économique. Très belle soirée sur la CR TV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.